Alors, lorsque nous regardons notre planète, différentes vues de notre planète vues de l'espace, on se rend compte que l'Afrique noire est en grande partie dans le noir. En effet, vous avez moins de la moitié de la population africaine qui a accès en fait à l'énergie électrique et ce taux d'accès à l'énergie électrique est en fait aussi quasiment la moitié ou moins de la moitié même de ce que l'on peut rencontrer dans d'autres régions du monde. Alors, je rencontre quand même tous les jours des gens qui me disent « Mais Edem, c'est scandaleux, nous sommes dans un endroit où il y a beaucoup de soleil, ça nous chauffe. Donc, quand nous étions petits, on nous disait que c'était une malédiction, même le soleil. Mais aujourd'hui, où on a la chance d'en faire quelque chose, de faire quelque chose de cette énergie qui est gratuite, eh ben, on a encore toujours et les délestages et les problèmes d'accès à l'énergie électrique. » Effectivement, le soleil, en termes de ressources, est une ressource qui est gratuite. Mais l'énergie électrique solaire n'est pas gratuite, puisqu'on a besoin de mettre en place un dispositif de transformation pour pouvoir obtenir cette énergie électrique-là. Et ce dispositif, il a un coût. Le dispositif le plus connu, vous le connaissez très bien, ce sont les panneaux photovoltaïques, qui sont donc très diffusés dans nos communautés et qui marchent bien. La difficulté qu'on peut avoir avec, c'est que effectivement, puisque cela a un coût, nous n'avons pas un accès facile à cet équipement-là. Vous avez donc des problèmes toujours de délestage ou complètement de non-accès en fait à l'énergie électrique qui persiste. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à cela? C'est un premier problème, le problème de coût. On sait que dans nos pays, en Afrique noire en tout cas, il n'y a personne qui fabrique des panneaux photovoltaïques. On n'en fabrique pas du tout dans nos pays. Et il y a peut-être 2 ou 3 pays ici et là qui font de l'assemblage de modules qu'ils font importer. Mais on doit tout importer et donc on n'a pas une marge de manœuvre en tout cas sur les coûts de production. Et donc la réduction des coûts est un défi à relever. Le deuxième élément, vous le connaissez aussi, c'est que nous avons une ressource qui est intermittente, c'est-à-dire que le soleil n'est pas là toute la journée. Hein, la nuit, quand je rentre à la maison, il n'y a plus de soleil et donc si j'utilise le soleil pour produire l'électricité dans la journée, eh ben, le soir, je ne l'ai plus. Or, dans des pays comme le Burkina ou en tout cas dans la sous-région ouest africaine et un peu partout, vous avez en fait les pics de nos besoins qui se situent en début de soirée, autour de 19h. En tout cas, quand les gens sont rentrés, c'est là qu'ils mettent en marche leur électricité, ils mettent en marche les équipements, la lumière. Et donc, à ce moment-là où on a le plus besoin de l'électricité, eh bien, le soleil n'est pas là. Alors, la solution qu'on utilise habituellement, c'est de stocker une partie de l'énergie électrique dans la journée pour pouvoir l'utiliser la nuit. Le problème ou la difficulté, c'est quand même qu'on ne sait pas toujours très bien en fait, stocker des grandes quantités d'énergie électrique. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez même à côté une centrale solaire photovoltaïque qui est de grande puissance, dans la journée, on peut très bien en profiter, mais la nuit, en fait, on ne peut pas parce que on ne sait pas stocker l'énergie électrique de façon rentable dans les batteries. Donc, ces centrales n'ont pas de stockage en fait, électrique, tout simplement. Nous explorons depuis quelque temps ici, dans notre institut, une approche qui vise à produire l'énergie électrique à partir du soleil, mais en utilisant une autre voie. C'est dont je vais vous parler tout de suite. Mais avant, je vous présente rapidement comment fonctionne une centrale thermique qui produit de l'électricité. Il faut savoir que dans le monde, vous avez quasiment 80% de l'énergie électrique produite dans le monde qui provient en fait de centrales thermiques. Donc dans ces centrales-là, on utilise par exemple du charbon, du gaz naturel ou bien du fuel, donc pour faire de la combustion et ainsi obtenir de la chaleur. On peut aussi utiliser l'uranium pour faire des réactions nucléaires. Toujours l'objectif c'est d'obtenir de la chaleur à haute température et avec cette chaleur-là, je peux faire bouillir un liquide, avoir de la vapeur sous pression comme dans les cocottes minutes et donc cette vapeur-là va être utilisée pour faire tourner une turbine
pour produire ainsi de l'électricité. Maintenant, imaginez qu'on remplace ces ressources, le charbon, l'uranium ou tout le reste, on les remplace par le soleil. Donc on a besoin là d'avoir quand même de la chaleur à une température élevée, d'où on a besoin de concentrer en fait cette énergie là, comme dans les cuiseurs solaires que vous connaissez, ou au foyer on peut avoir la température qui est relativement élevée. Donc c'est un peu ce qu'on appelle les centrales solaires en fait, à concentration. Comment est-ce que ça marche? Vous avez un ensemble de miroirs qu'on utilise pour concentrer le rayonnement solaire en un point qu'on appelle un récepteur, où la température va augmenter maintenant, ce point-là, un peu comme les cuiseurs solaires que vous connaissez très bien. Et donc cette chaleur-là, lorsque je l'obtiens, je peux l'utiliser maintenant pour produire de la vapeur sous pression et donc produire de l'électricité après. Et dans l'approche que nous adoptons, nous prenons de l'huile pour aller récupérer cette chaleur-là, et cette huile peut être stockée dans un réservoir. Lorsqu'on a besoin de produire de l'électricité, on va aller chercher cette huile chaude, produire de la vapeur avec et donc générer notre électricité. Alors, les centrales solaires à concentration, ce n'est pas en soi une innovation puisqu'il en existe déjà dans le monde, notamment en Espagne et aux États-Unis. Alors nous, ici, notre approche, notre idée, c'est de dire qu'on peut-être localement fabriquer autant que possible la plupart des composants de cette centrale si nous simplifions le design, c'est-à-dire la conception de ces centrales-là. Et ainsi, on peut avoir une forte valeur ajoutée locale si on arrive effectivement à impliquer et la main-d'œuvre locale et les équipements ou bien les matériaux qui sont localement disponibles. C'est ainsi que nous avons fait. Par exemple, pour ce qui concerne les héliostats, c'est-à-dire les éléments, l'ensemble des miroirs qui concentrent le rayonnement solaire, nous avons fait d'importantes simplifications et avec les artisans locaux, ici, nous avons pu construire ces concentrateurs-là pour concentrer l'énergie solaire ici. Nous avons ainsi simplifié quelque chose qui demande des manipulations importantes parce que les héliostats classiques font plusieurs dizaines de mètres carrés. Nous avons utilisé plutôt des miroirs que nous avons trouvés sur le marché local pour construire ces différents héliostats. Nous avons par la suite aussi, par exemple, introduit l'utilisation de l'huile de jatropha comme fluide de stockage thermique. C'est-à-dire que nous pouvons stocker la chaleur dans cette huile dans la journée et la nuit pouvoir utiliser ça et continuer à produire l'électricité. C'est plus facile de stocker la chaleur que de stocker l'électricité et c'est beaucoup moins coûteux. En réalité, si vous voulez, au départ, quand nous avons commencé, j'ai eu à commander l'huile qu'on utilise dans les centrales classiques dans le monde pour faire ce travail-là. Sauf que ça nous demandait beaucoup de temps. C'est une huile qui se trouve au bout du monde. Donc on l'a commandée, ça nous a pris en pratique plus d'une année entre la commande et la réception de cette huile-là, alors que j'avais besoin juste d'une petite quantité pour faire des tests de départ. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pendant cette attente-là, à un moment donné, on s'est posé la question, mais au fond, pourquoi est-ce que l'huile de jatropha, qui est une huile végétale non comestible qui est localement produite, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas pour pouvoir produire l'énergie à travers la partie de stockage? Et donc, des questions techniques se sont posées tout de suite. Est-ce qu'on a les propriétés qu'il faut? Est-ce que cette huile-là est suffisamment stable? C'est-à-dire, elle ne se dégrade pas rapidement quand on la chauffe et on la refroidit. Et donc, nous avons fait plusieurs tests qui nous ont montré finalement qu'en fait, une telle huile présente beaucoup de propriétés qui sont comparables aux huiles commerciales que nous cherchons à l'autre bout du monde. Et donc, là, pour la première fois, nous mettons en exergue le fait qu'on puisse utiliser ces huiles-là pour faire du stockage thermique. Ça nous donne beaucoup d'avantages du point de vue technique, du point de vue environnemental, parce que ce sont des huiles végétales qui sont biodégradables, contrairement aux huiles commerciales qui sont essentiellement des dérivés en fait pétroliers. Nous avons aussi des avantages économiques puisque c'est une huile qui est produite localement et donc on n'a pas besoin d'aller la chercher loin et elle revient relativement moins chère.
Nous avons aussi, donc beaucoup, dans le cadre de ce travail-là, collaboré avec les artisans locaux pour développer les composants de ces centrales sur place, ce qui correspond à un important renforcement de capacité des populations locales. Ici, vous voyez, c'est la dernière image que j'ai pour vous. Vous avez deux appareils. Donc, un de ces appareils, c'est ce qu'on appelle le Concorde, un équipement très performant, c'est ce qu'on appelle un supersonique. Il te fait Paris-New York en 3h30. Lorsque je prends l'autre appareil de ligne tout court, il te fait Paris-New York en 8 heures. Sauf que le Concorde, qui est-ce qui le prenait? Il s'appelait Kofi Annan, il s'appelait Michael Jackson, etc. Ce n'était pas à la portée de tout le monde, vous avez compris le concept. Les autres appareils, tout le monde, ou la plupart en tout cas des gens continuent à le prendre, et aujourd'hui, elles subsistent, mais le Concorde n'existe plus parce que son exploitation commerciale ne le permettait pas. Les gens ne pouvaient pas se permettre, en tout cas, de le prendre en masse, et donc on a dû arrêter son utilisation. Je veux simplement dire que nous avons ici fait l'option, nous avons fait le choix de technologies qui puissent être abordables d'un point de vue économique, bien que la performance puisse être, on accepte une performance relativement basse, mais quelque chose qui puisse être abordable d'un point de vue économique pour favoriser la diffusion de cette technologie. Alors, tous ceux qui sont intéressés par le développement de technologies qui soient à coût abordable, simple, robuste et adapté localement avec une certaine force valeur ajoutée, ils sont les bienvenus à bord avec nous. Je vous remercie pour votre attention.